Avec l'Autriche donc qui remporte le groupe B, la France qui termine donc deuxième derrière l'Autriche qui a battu les Pays-Bas 3-2. Les Oranges, eux, sont troisième et la Pologne qui est éliminée aura réussi la performance de tenir en échec l'équipe de France. Un partout. On va revenir maintenant sur notre France-Pologne, ce match nul, un partout. Donc, avec cette question que je vous pose immédiatement, l'équipe de France est en huitième, mais ce nul installe ce doute, ce petit doute, le fameux doute qui fait mal aux sportifs, Benjamin, Pat. Que valent vraiment les Bleus ? Moi, je pense que c'est hyper costaud. Je pense même que la façon dont ils ont de dominer leur adversaire, la façon dont ils ont le monopole du ballon et la faculté qu'ils ont de se mettre en situation pour pouvoir marquer, aujourd'hui, c'est d'abord l'efficacité qui leur fait défaut parce qu'il se crée beaucoup d'occasions. Et c'est pour ça que je vous parlais de ce parcours difficile, parce que l'efficacité, on va la laisser de côté. Les prochains matchs, il va falloir être efficient. C'est-à-dire que sur la moindre occasion, il faudra la mettre au fond. Non, mais elle a déjà montré dans le passé qu'elle était capable, justement, sur une seule occasion, voire même une demi-occasion, la transformer en une réelle occasion et parfois en but. Didier Deschamps le disait tout à l'heure en après-match qu'il serait inquiet si son équipe avait terminé un match où on n'avait quasiment pas tiré au but. On sait que le plus dur, souvent dans le football, c'est de réussir à se procurer ces occasions-là. L'équipe de France a des joueurs capables de marquer, notamment Mbappé, il est capable de marquer. Barcola, il l'a déjà fait, un peu moins Dembélé. Mais quand on voit quand même la panoplie des joueurs sur le plan offensif, il y a Giroud aussi, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, même s'il était remplaçant aujourd'hui. Pour moi, je suis moins inquiet parce que cette équipe-là se procure des occasions et je sais que lors des moments clés, dans ces matchs à élimination directe, elle sera capable de faire la différence. On va revenir dans quelques instants sur ce que tu es en train de dire, parce que le ratio tir avec occasion et but est quand même assez impressionnant. Donc pour le moment, on voit le verre à moitié plein, avec la France qui est la seule équipe européenne à avoir passé la phase de groupe lors de chacune de ces 7 dernières compétitions majeures, Euro plus Coupe du Monde, le fameux pragmatique de Didier Deschamps qu'on retrouve tout de suite aux côtés de Thomas Touroud. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, notamment en première mi-temps, en ayant beaucoup d'occasions. Voilà, l'homme du match, c'est le gardien en face. C'est pas que de la maladresse, c'est qu'il a fait pas mal d'arrêts. Il a été décisif, donc voilà, même si on a mené pendant un moment, après on a concédé ce pénalty, on a poussé jusqu'au bout. Voilà, il faut apprécier d'être qualifié en huitième. On est deuxième, on sait quand on joue, c'est le 1er juillet, notre huitième, on ne sait pas contre qui. Mais voilà, on était dans un groupe dense, difficile. Ceux qui pensaient l'Autriche, l'Autriche, ils sont premiers. J'ai donné l'exemple de notre parcours il y a très longtemps. Ah oui, non, mais ça fait très longtemps, en 2000, où effectivement on termine aussi deuxième du groupe, mais que derrière on va au bout. C'est pour ça que j'ai apprécié quand tu as dit que à partir de maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence, avec une semaine quasiment pour travailler ton équipe et surtout la précision devant le but. Oui, bien sûr, mais c'est la réalité. Après, évidemment qu'en huitième, il n'y aura que des grosses équipes. Après, tableau, pas tableau. Voilà, on mérite d'avoir la deuxième place. On va bien récupérer. Il y a la post-famille, c'est important pour tout le monde. Et puis, voilà. Huitième, on va se préparer en attendant de savoir qui sera notre adversaire. Il y a beaucoup de choses dans cette interview. Déjà, les arrêts pour le gardien polonais, qui était un entrant dans ce 11 donc de la Pologne. Skorupski, 8 arrêts sur la rencontre. 8 arrêts décisifs de sa part. Effectivement, il remplaçait Szczęsny, qui doit soi-disant mettre un terme à sa carrière internationale, même s'il y a encore un petit doute. En tout cas, on a vu que les Polonais avaient de quoi le remplacer. Skorupski, le gardien de Bologne, qui a été tout simplement énorme et qui a écœuré les attaquants français aujourd'hui. Et Marcel convoquait l'histoire en nous parlant de 2000, mais il y a encore d'autres parcours à pointer du doigt. C'est pas la première fois que la France termine deuxième. Oui, effectivement, on les a répertoriés. C'est vrai qu'à chaque fois que la France termine deuxième de son groupe, ça se passe pas si mal que ça. Le résultat final est plutôt bon. Donc il y a eu 2000, effectivement, où la France, du coup, a été au bout et a remporté ce tournoi. Et très généralement, en terminant deuxième du groupe, on retrouve très souvent l'équipe de France dans le dernier carré. Donc voilà, moi je partage ton optimisme, Pat. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Allez les Bleus. Après, les pessimistes, c'est souvent des optimistes bien renseignés.
C'est vrai, Il est ça aussi. philosophe aussi, Oh, ses heures là, perdues. Oui, tout à fait. Mais celle-là, on va la noter. L'important, en tout cas, c'est d'arriver prêt en phase finale. La montée en puissance, c'est aussi ça, le pragmatisme de Didier Deschamps. On va aller retrouver tout de suite Clément Grèze, qui a vécu la rencontre au plus près de la pelouse. Bonsoir Clément. Qu'est-ce que vous retournez, vous, dans le jeu surtout, de cette équipe de France? Quel bilan? Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. On en retient un peu toujours la même chose quand on parle de l'équipe de France de Didier Deschamps et notamment depuis le début de ce tournoi. C'est-à-dire des occasions, beaucoup d'occasions. Vous avez comptabilisé 19 tirs, il y en a eu 49 depuis le début de la compétition. C'est tout simplement le deuxième meilleur total de cet Euro 2024 derrière l'Allemagne. Beaucoup de présence dans la surface de réparation, 55 ballons. Depuis qu'Opta recense les chiffres de cette catégorie statistique, il n'y a eu qu'un seul match dans l'histoire des Euros où une équipe a fait mieux, c'est-à-dire qu'il y a de la présence offensive, mais c'est vrai que sur les temps faibles, c'est une équipe qui ne fait pas preuve de beaucoup d'intensité et cela peut un peu biaiser l'analyse que l'on peut avoir sur la qualité des rencontres de cette équipe de France. C'est-à-dire, oui, beaucoup d'occasions, mais dans les temps où il n'y a pas d'occasion, peu de verticalité, peu d'intensité et donc cette sensation pour les supporters que l'équipe de France ne donne pas tout ce qu'elle pourrait donner pour aller chercher la victoire, ronronne un petit peu et c'est le reproche principal qui lui est fait. Pour le reste, c'était un match qui ressemblait finalement au précédent match de l'équipe de France, à savoir des occasions, très très peu d'efficacité et ce sera un mal évidemment sur lequel il faudra se pencher dans les prochains jours parce que l'équipe de France ne pourra pas survivre avec si peu d'efficacité dans ce tournoi. Merci beaucoup Clément. Un seul but inscrit effectivement donc sur penalty avec cette stat donc d'abord à vous donner concernant Kylian Mbappé. 13 buts donc désormais pour le nouveau joueur du Real Madrid qui égale Juste Fontaine au nombre de buts marqués avec la France en tournoi majeur, Coupe du Monde plus Euro et qui n'est plus devancé que par Michel Platini. Avec 14, ce sera peut-être aussi ça une motivation pour la suite de la compétition. Mais pas de but dans le jeu et pourtant une multitude d'occasions, Clément l'a souligné. Est-ce qu'on peut expliquer d'une façon rationnelle ce problème à la finition ? Là, aujourd'hui, on peut l'expliquer. Il y avait un très bon gardien en face. Déjà, ça, c'est la raison numéro une. Après... Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Mais alors, c'est 8 arrêts, on est d'accord. 8, ouais. Mais combien de tirs ? 19. Et combien donc de tirs cadrés ? De tirs cadrés, j'ai plus... Bah oui, Déjà 8 arrêts. Déjà 8, déjà 8. C'est beaucoup. Voilà, ouais. Non mais c'est déjà, impressionnant. Ouais. déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment que le gardien, à la fin, n'est pas un joueur et qu'il n'a pas le droit de faire des arrêts. Ah bah Quand si. on entend tout le monde parler, le gardien, c'est un joueur comme tout le monde. Il a le droit d'être bon. Bien sûr. Ce gardien, il a été exceptionnel aujourd'hui. Ça peut arriver que même en huitième de finale, il tombe aussi encore sur un gardien qui est exceptionnel. Mais moi, je dis encore une fois de plus, le plus dur dans le football, c'est de se créer des occasions. On a vu des équipes, notamment l'Angleterre, encore une fois de plus aujourd'hui, qui a eu du mal à s'approcher dans cette surface de réparation. L'équipe de France a su le faire aujourd'hui. Oui, il faut l'efficacité pour marquer des buts. Mais voilà, en face, quand vous tombez face à un gardien qui est en état de grâce, c'est un peu plus difficile. Regardez juste, dans ces tournois-là, il y a deux types de compétitions. Sortir de la phase de groupe et ensuite les matchs de coupe à élimination directe et savoir provoquer son destin. L'important, c'est pas de savoir comment vous allez débuter votre tournoi, l'important, c'est de savoir comment vous allez le finir. J'en veux pour preuve la première place de l'Autriche. Ils ont perdu. Ils sont derniers de leur groupe et à la fin des 3 matchs, ils se trouvent premiers avec un jeu hyper énergivore, avec une multitude d'occasions, mais avec un volume de course qui est peut-être celui qui est le plus conséquent de cet Euro pour le moment. La France, c'est plus pragmatique, c'est plus posé et sur les gros matchs, comme ce sont des compétiteurs hors pair, ils savent se transcender mentalement. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très serein, parce qu'il se dégage de cette équipe de France une force. Alors, on peut parler du contenu, des absences pendant 10, 20 minutes. Il n'y a pas une autre équipe qui dégage un tel sentiment de puissance. Et de contrôle sur Voilà. le match. C'est ça, moi, qui me Exactement. frappe. Alors, on va dire l'Espagne, elle joue bien, elle se procure des occasions, elle marque des buts, première de son groupe, 9 points. Mais ils ont un autre avantage, un peu comme les Anglais, c'est qu'ils ont vraiment l'habitude ces dernières années d'aller dans le dernier carré et de jouer des finales. Et c'est important. Et cette génération a encore faim. Ils ne sont pas gavés. C'est pour ça que je suis très très confiant moi de l'équipe de France. L'expérience du parcours, effectivement, savoir aborder les matchs dans le bon timing, dans le bon tempo. 55 ballons touchés dans la surface adverse.
Seule l'Angleterre avait fait mieux. Ouais. C'était lors de l'Euro 2021. T'as bien fait de rajouter 2021. Parce que là, cet euro, c'est pas ça. Et ce qui est fou, c'est que le dernier tir converti par l'équipe de France en dehors de la surface de réparation, il faut remonter à Paul Pogba. C'était Face à la Suisse. Ouais, face à la Suisse, Euro 2021 également. Du coup, c'est vrai que ça fait longtemps. Bon, Ce qui est génial, tout à l'heure, dans la description, vous disiez beaucoup de buts de Monsieur CSC. Oui. Dans cette compétition, il y a aussi beaucoup de buts en dehors de la surface de réparation. C'est vrai. Monsieur en dehors. Oui. Donc, pour le moment, la France, il va falloir qu'elle il trouve joue un pas moment avec les donné. Bleus. Alors, est-ce qu'il manque pas à la France ce canonnier à la Pogba? Où est-il? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu Aurélien Tchouaméni qui a pris ce rôle-là. Il a essayé 2-3 fois de frapper. Et il y en a un, j'aimerais qu'il se lâche là-dessus, c'est N'Golo Kanté. Parce qu'il avait plusieurs possibilités de le faire. Et souvent, il tente plutôt la dernière passe, alors qu'il a, je pense, parfois la fenêtre de tir. On aura peut-être les frappes enroulées en dehors de la surface de Mbappé. On aura aussi les frappes enroulées de l'extérieur de la surface de Griezmann. Oui. Donc on a quand même le potentiel. Bien parce sûr. qu'on a vu que dans les défenses hyper regroupées, cette solution-là était très très importante pour décanter les C'est situations. la solution, en fait, ces frappes de loin. Dans les défenses hyper regroupées, parce qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui. On l'a vu en deuxième mi-temps, l'équipe de France, quand elle a accéléré, quand elle a retrouvé un peu de rythme, c'était difficile pour ces Polonais d'exister. Mais il y a aussi un aspect qu'il faut souligner, c'est des coups de pied arrêtés aussi, qui peut être une arme dans des compétitions comme ça. Mais il faut un vrai tireur, il faut tirer dans les bonnes zones, il faut aller à la tête. Donc, pour moi, je suis comme Benjamin Pavard qui a remporté il y a 3 jours la séance de frappe. On a tous en tête évidemment. Ah oui. Le second poteau Pavard. Les Bleus qui sont aussi peut-être en manque de confiance à l'image de Mbappé qui a beaucoup raté. On retiendra en revanche la connexion entre Kylian Mbappé et Barcola qui fonctionne très bien parce qu'elle est naturelle. Parce que c'est 2 joueurs déjà qui jouent ensemble dans le même club, qui jouent au PSG. Et rappelons quand même que Mbappé cette saison a beaucoup joué dans l'axe. Barcola a joué sur ce côté gauche-là. On l'a retrouvé cette connexion encore là. Une fois, on voit Mbappé qui va décrocher, Barcola qui va fixer, essayer de trouver un décalage. Là, il va rentrer dans la surface, il va centrer. Là, par contre, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas assez de présence sur cette action. Il doit avoir de la présence, là, il n'y en avait pas. Mais sur la plupart des actions, on a vu Barcola qui avait toujours un regard vers Mbappé, qui le cherchait par moment. Et pour moi, cette connexion est là à parfaire encore. Il a été intéressant quand même, Barcola. Oui, mais parce que quand vous êtes coach, vous cherchez les automatismes et les connexions et les interactions entre les joueurs. Et bien sûr qu'il y aura beaucoup plus de fluidité parce que l'un par rapport à l'autre savent exactement où ils se positionnent et comment le déplacement va se faire après la transmission. Là, ce qui est très très intéressant aussi, c'est l'occupation des demi-espaces. Il y en a très peu et pourtant la connexion elle est faite et ça donne de la fluidité dans le jeu et il parle le même football incontestablement. Quand je vous parlais de l'occupation des demi-espaces, regardez Mbappé, il va laisser le 1 contre 1 à Barcola pour ensuite, là, par sur cette action, se montrer... contre 2. Ouais, mais là, je trouve que il aurait dû accompagner un peu on est plus. d'accord. Il doit plonger dans la surface. Oui. Là, Il arrive lancé, il est 1 contre 1. Bon, c'est 1 contre 3, pardon. Ouais. Et ce qui est intéressant avec Barcola sur ce côté gauche, c'est qu'effectivement, on n'aurait peut-être pas vu un Kylian Mbappé aller récupérer le ballon aussi bas et faire cette chevauchée-là aujourd'hui. C'est pour ça que Deschamps a préféré le laisser devant, pour que dans les 30 derniers mètres, on sait que Mbappé est capable de, par sa vitesse, par son adresse aussi, même si aujourd'hui il n'a pas été efficace. Et Barcola, il est frais, il a des jambes. Et on se demandait, mais il fallait le faire jouer, il fallait lui donner cette confiance-là. Pourquoi Deschamps ne l'avait pas fait lors du deuxième match? En tout cas, pour moi, il a montré qu'il avait largement le niveau pour jouer dans cette équipe de France. Alors du coup, en 8e de finale, vous faites quoi concernant l'attaque des Bleus? Parce que ça va être là maintenant, ça va être l'heure du choix pour le sélectionneur. Une semaine complète. Il va se laver les têtes parce que c'est très très important, ça passe quand même un petit peu inaperçu, mais le Family Day ou le jour avec les familles pour les différents joueurs, penser quelques jours à autre chose, avoir un peu plus de fraîcheur, un peu plus de liberté pour se mettre focus. Je suis sûr qu'il y aura à un moment donné le retour de Griezmann, je vois pas, parce que à chaque fois que l'équipe de France joue bien, on a un très très bon Griezmann. Donc sur ces matchs décisifs, c'est important qu'il soit présent. Je voudrais juste faire une comparaison encore avec l'Angleterre, par exemple. Vous avez le meilleur joueur de la Liga, Bellingham. Vous avez le meilleur joueur d'Angleterre, Foden. Vous avez le meilleur buteur, plus de 40 buts cette saison pour Harry Kane. Ils n'ont même pas, je dirais, un quart des occasions que se sont créées les Français.
Ça, c'est une bonne comparaison, Pat. Là, franchement, t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable parce que tu t'attends à ce que l'Angleterre, Bellingham, tu dis le meilleur joueur de la Liga, mais même prétendant au Ballon d'Or, hein, voilà. Oui, mais tu peux avoir tous les meilleurs joueurs dans ton équipe, mais qui n'arrivent pas à jouer ensemble. C'est ce qui se passe pour l'Angleterre. Griezmann, effectivement, qui reste essentiel pour cette équipe de France, on l'a compris. Est-ce que le salut des Bleus passe par un grand Griezmann? Pat nous dit que oui, mais la question, c'est comment l'exploiter au mieux. Est-ce qu'on reste dans le fameux système du 4-2-3-1, dans le rôle hybride et inédit qu'on avait vu lors de la Coupe du Monde, avec un Griezmann en meneur un peu axial quand les Bleus avaient le ballon, et troisième milieu récupérateur en phase défensive, mais qui l'oblige du coup à faire plus d'efforts, et on l'a vu aussi du côté de l'Atlético Madrid jouer comme ça. Ou alors est-ce qu'on revient à ce qui avait fait le pragmatisme de Didier Deschamps avec son fameux 4-4-2 à la Coupe du Monde? Non, mais moi, je pense que Griezmann, il faut le laisser dans ce rôle un peu hybride où il va se balader entre les lignes. Et on sait que défensivement, c'est un joueur qui fera toujours le boulot, que ce soit sur un côté, que ce soit au milieu. Mais pour moi, il ne faut pas le cantonner dans un poste comme on a vu dans ces trois milieux où il était excentré, je crois, droite ou gauche. Griezmann a besoin de liberté. C'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, qui a besoin par moments de décrocher, d'être même parfois plus bas que Tchouaméni parce que il est à la construction du jeu de l'équipe de France et ça lui permet de voir le jeu, de se projeter parce que pour moi il a des capacités physiques, c'est même pas ça l'interrogation. Oui. Il peut le faire, il a déjà démontré qu'il était capable de le faire, il le fait à l'Atlético. Pour moi il faut le laisser dans ce rôle qui a toujours été le sien, où il est le meilleur, c'est quand il joue dans ce rôle un peu un faux numéro 10. Donc il faut jouer dans ses qualités à lui, comme il sait le faire du côté de l'Atlético avec toutes les libertés. Est-ce que Mbappé, dans ce cas-là, est capable de se mettre au service de l'équipe? Je prends juste cet exemple. Ronaldo, de Portugal, a compris quelque chose. Il a compris qu'il n'avait plus le coup de rein nécessaire et qu'il se mettait, par ses qualités, son sens du placement, en déviation, au service de ses partenaires. Si vous décidez de laisser les circuits préférentiels au départ ou dans l'orientation à Griezmann, il faut absolument que ça passe par lui. Et là, Mbappé doit se mettre aussi au service de Griezmann. Ça pose la question du leader, en fait, du jeu, tout simplement. Voilà. L'orientation du jeu, le premier relais, avec Tchouaméni, le relais haut, ensuite en position haute, les orientations sur les côtés, la prise d'initiative, la frappe de loin dont on a parlé tout à l'heure. C'est là la cohérence de ce que Didier Deschamps doit trouver, et je suis sûr et certain qu'il va trouver la solution. Clément voulait intervenir concernant Griezmann, qui c'est vrai semble un ton en dessous depuis le début de cet Euro. Tu as bien compris qu'on y croit, Antoine Griezmann, évidemment. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Il y a de quoi. Son entrée aujourd'hui est franchement mauvaise, très en deçà des standards qui ont été les siens en équipe de France tout au long de ces dernières saisons. Ça a été un coup assez dur pour lui que d'apprendre qu'il serait remplaçant. C'était la première fois depuis 8 ans, depuis 2016 finalement, et qu'il n'était pas titulaire dans un match important d'une grande compétition sous les ordres de Didier Deschamps. Donc évidemment, il ne l'a pas très bien vécu. Ce qu'il peut mal vivre aussi, ce sont les déclarations de l'ensemble du staff de l'équipe de France. Di Stéphane nous disait avant le début de la rencontre qu'il était ménagé. Didier Deschamps en conférence de presse, en revanche, à l'issue de ce match, a expliqué que c'était un choix, une option de départ qu'il n'avait pas prise, alors que les supporters portugais sont juste derrière moi et s'invitent sur l'analyse de la rencontre de Griezmann. Ce qui est important de rappeler, c'est que si Griezmann doit de nouveau faire son retour en tant que titulaire dans cette équipe de France, il le fera très probablement dans un 4-2-3-1 parce qu'on voit mal comment Didier Deschamps pourra retoucher à son milieu avec Rabiot, avec Kanté et avec Tchouaméni. Merci beaucoup Clément pour ce self-control, sincèrement, ce flegme, voilà, très Clément Grèze. La certitude en revanche, comment il s'appelle ? N'Golo Kanté. Donc voilà. Il est sorti à l'heure de jeu, Kanté. Il fait le travail de N'Golo. Son transfert en Arabie Saoudite n'a pas eu que du mauvais, parce qu'on est clairement, par rapport à ce qu'on connaît d'N'Golo Kanté, dans des dépassements de fonctions. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a montré dans ce championnat saoudien. Quand on voit dans le volume de course de tous les milieux de terrain du championnat d'Arabie Saoudite, c'est N'Golo Kanté qui est loin devant tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'on le connaît ratisseur, on le connaît de prendre de la largeur, sortir côté ballon, récupérer côté ballon. Mais il a eu, dans son changement de jeu, ce dépassement de fonction et d'aller se projeter. Maintenant, il suffit de peaufiner les choix.
Il a remplacé aussi Paul Pogba dans ce rôle de pouvoir casser les lignes avec des courses. Beaucoup de questions, donc des réponses un peu de tout le monde, du doute aussi instillé par cette équipe de la Pologne aujourd'hui, qui avait perdu ses 2 premiers matchs. On s'est tourné vers Robert Lewandowski pour l'analyse du jeu français. Voilà, lui, il a vu ça au plus près et c'est plutôt pas mal. Regardez. Tournoi comme celui-ci, la France a les meilleurs joueurs pour trouver le meilleur système. Donc, ils vont trouver quelque chose lors du prochain match. Et ils vont jouer de manière qui va rendre le jeu plus difficile pour l'opposant. Ils ont des joueurs incroyables également en tant qu'équipe. Il est d'accord avec vous en plateau. Robert Lewandowski d'ailleurs qui est le seul joueur à avoir marqué dans les 4 derniers Euros. Mais la Pologne donc est éliminée, la France termine 2e et la France jouera à Düsseldorf le lundi 1er juillet à 18h face au 2e du groupe E. Ce sera la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie ou bien l'Ukraine. Toutes les équipes sont à égalité, ça se joue demain, ça va être incroyable ce final. Mais surtout la France se retrouve dans la partie de tableau donc avec le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne après. C'est super, ça. On ne sait pas faciliter les choses. Clément, les Bleus, on les retrouvera donc dans 6 jours. C'est quoi le programme jusque-là ? Alors le programme de l'équipe de France, c'est d'abord de quitter Dortmund. Ils l'ont fait avec, pour William Saliba, un petit peu de retard parce qu'il a été retenu au contrôle antidopage. Il est parti avec 1 heure de retard par rapport à ses coéquipiers qui ont rejoint leur famille dans l'hôtel de Paderborn où ils seront libres jusqu'à jeudi midi, l'heure du départ donc pour les familles et les proches des joueurs de cette équipe de France et qui pourront ensuite reprendre une activité normale, c'est-à-dire des entraînements et des activités médiatiques pour préparer donc le rendez-vous de ce 8e de finale dont on attend encore l'adversaire. Ce qui est sûr, c'est que ça va faire du bien, effectivement, cette coupure pour se changer un petit peu les idées. Ça a été préparé en amont par Guy Stéphane et Didier Deschamps, ce temps-là, cette coupure-là pour revenir frais et dispo pour la préparation de cette dernière ligne droite. Merci beaucoup Clément. Allez faire un peu dodo, parce que vous n'aurez pas le droit, a priori, à ce temps famille. Mais nous pouvons militer. Oui, je vous dis, prenez bien, moi ça va pas, match contre la Pologne, on termine dans la 2e partie de tableau, plus la 2e partie où il n'y a que les gros, mais il y a des gens qui nous disent que tout va bien, faut pas s'alarmer, qu'il faut rester zen. Comment ça qu'il faut rester zen? Même les mecs qui font du yoga, ils sont en train de s'alarmer. On conseille même aux seniors de ne pas regarder les matchs de l'équipe de France, tellement ça fait monter la tension, tellement. Même eux ils s'alarment quand ils regardent les matchs, en EHPAD ils s'alarment, on diffuse plus les matchs. On diffuse à la sieste pour qu'ils dorment de temps en temps. Mais toi t'es là, tu nous dis qu'il faut pas s'alarmer. Non, que tout va bien. Non, le pire même qu'il nous dit, c'est que si on n'a pas gagné, c'est que parce que le gardien polonais a été bon. Donc c'est pas la faute du manque d'efficacité, du manque de jeu, du manque de tactique, de ta composition. Non, c'est la faute du gardien polonais. C'est pas la faute de toi Deschamps, c'est la faute du gardien polonais. Si on t'écoute, c'est ça. Donc en fait, le gardien polonais, il aurait pas dû protéger les cages de la Pologne, non. En fait, le gardien polonais, il aurait pas dû être en fait le gardien de l'équipe polonaise. Non mais c'est ça en fait que tu nous expliques. Parce que oui, il a sorti un grand match, mais c'est son rôle. Il est gardien, mais on avait combien d'occasions? C'était à nous de mettre au fond. Et après, il nous raconte qu'à la 2e place, c'est pas si mal. Comme ça, c'est pas si mal. Oui, on a déjà été 2e, on est déjà allé loin. Oui, à l'époque. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait une telle pauvreté dans le jeu? Est-ce qu'à l'époque, on a déjà fait 3 matchs et qu'un but? Et encore, un but sans penalty, pas un but dans le jeu. Parce qu'on avait déjà fait ça à l'époque. Non. Donc le constat actuellement, moi je vous le dis, c'est alarmant. C'est alarmant. L'Autriche, première du groupe. Oui, il fallait pas sous-estimer l'Autriche. C'est vrai. Mais il faut dire la vérité. Si on avait joué, si on avait mis nos buts, si on avait mis nos occasions, s'il y avait un plan de jeu, un fond de jeu, jamais l'Autriche aurait été première du groupe. Même les gens, quand ils ont regardé le groupe, ils pensaient que ça allait se jouer entre les Pays-Bas et la France, mais pas l'Autriche. Faut dire la vérité. Celui qui dit le contraire, il est de mauvaise foi. Faut dire la vérité. Non. Mais le problème, c'est que Deschamps, t'es déconnecté. Non, tu nous parles d'être optimiste, mais nous, on va te parler de voir un ophtalmo. Tu vois pas la même chose que nous. Je sais pas, il voit pas la même chose que nous. Quand je vous dis que le soleil tape un peu trop sur sa tête, qu'il y a un risque d'insolation, pour moi, je le pense sérieusement. Je le pense sérieusement. En fait, des fois, il parle là, il est déshydraté. Donnez-lui de l'eau, donnez-lui quelque chose, des vitamines, mais donnez-lui quelque chose. Non, parce que même la composition, mettre N'Golo Kanté, presque en meneur de jeu. Mais N'Golo Kanté, il est là d'habitude, il récupère les ballons. Tu mets là pour qu'il distribue les ballons. Et t'attends qu'il soit bon en plus, directement. Non mais arrête.
Même en Arabie Saoudite, ils lui demandent pas ça. Et c'est pas au premier match qu'il va être bon dans ce nouveau rôle. Alors faut qu'il arrête, non. Et le créateur, il n'y a plus de créateur. On parle de Griezmann, mais je sais pas, il est venu en équipe de France, Griezmann. C'est Griezmann. Il est fatigué. Il est pas en forme. Je sais pas ce qui se passe, mais il est pas en forme. Parce que d'habitude, c'est lui qui crée le jeu. C'est lui qui voit les choses. Mais là, sérieusement, si on lui conseille quelque chose, c'est d'aller voir un médecin. D'aller voir son lit. De voir du repos. Faut qu'il se repose. Et il est là, il est usé. Il a quoi, 33, 34 ? Mais il est fatigué. Donnez-lui du repos. Laisse-le un peu plus sur le banc. Moi, je dis laisse-le un peu plus sur le banc. Fais-nous un 4-4-2 avec Giroud et Mbappé en pointe. Dembélé ou Coman à droite et Barcola à gauche. Et moi, je vous dis, le prochain match, que ce soit l'Ukraine, la Belgique, une composition comme ça, on va gagner. On va gagner. Mais si tu restes sur tes acquis ou si tu restes sur... Il n'y a même pas d'acquis. Si tu restes sur ta chance ou je ne sais quoi, non. Là, et là, je vous le dis actuellement, on va droit dans le mur. Aussi, à la place de Dembélé, pourquoi tu ne fais pas jouer Coman? Je comprends pas. Pourquoi il ne fait pas jouer Coman? Vu que Dembélé, il sait que courir. C'est ce qu'il sait faire. Quand il faut centrer, il faut tirer, il sait plus le faire. Il sait que courir Dembélé. Dembélé, au PSG, lui, c'est Enrique, il appelle Usain Bolt. Parce que c'est juste un sprinter, c'est pas un footballeur. Il sait juste courir. La vitesse, il a. Mais les autres choses, il les a pas. La vision du jeu, il les a pas. Alors qu'à Coman, quand même, il est beaucoup plus complet qu'à Dembélé. En plus, tu parles du replay défensif. À Coman, il peut le faire, le replay défensif. Je sais pas, il est sur le banc. Et tu fais que le laisser sur le banc. Ça, je me demande des fois s'il a pas une insolation, s'il a pas quelque chose. Parce qu'il y a des choses qu'il voit pas. Sur son banc, il voit pas Coman. Il voit pas. Il a pris 2 matchs pour voir Barcola sur le banc. Pour voir que Barcola est comme équipe de France. C'est un jour, il se baladait comme ça, il a vu Barcola. Il dit, ah, t'es avec nous? 2 matchs. 2 semaines pour le voir. Donc pour Coman, je sais pas, il va encore prendre 1 semaine pour le voir peut-être, je sais pas. Mais pourquoi tu ne fais pas jouer à la place de Dembélé? Je sais pas, Dembélé ça fait 2-3 matchs, il donne pas satisfaction. Mais il est toujours là, toujours titulaire. De toute façon, pour que Marcus Thuram quitte le 11 de départ, c'était compliqué. Alors Dembélé, c'est pour ça que moi je me dis, ça va être très compliqué, très compliqué. Il suffit qu'on tombe sur la Belgique. Et je dis pas que ça va être fini, mais je sais pas. En tout cas, pour moi, le constat est alarmant. Le constat est alarmant. C'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Le constat est alarmant. Dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et est-ce que pour vous, il faudrait faire un 4-4-2 en mettant Coman et Barcola à gauche et avec un Mbappé et un Giroud? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.